Eh bien, bonjour Monsieur Lenz, merci d'avoir accepté cette invitation et d'être là parmi nous ce soir. Je le rappelle, vous êtes directeur de la Fondation Napoléon, mais je vous laisserai vous présenter par la suite. Je vais d'abord présenter un peu votre dernier livre, donc intitulé Pour Napoléon, qui est sorti donc, en ce début d'année. Ce livre est en quelque sorte un plaidoyer, si on peut dire, pour Napoléon. En tout cas, c'est une réponse à toutes les critiques qu'on a pu adresser donc à l'empereur des Français. Toutes ces critiques donc, qui ont concerné pêle-mêle la légalisation de l'esclavage, des accusations de patriarcat, le fait d'avoir mis à feu et à sang toute l'Europe. C'est une réponse donc en une vingtaine de chapitres où vous dénoncez donc les anachronismes qui sont faits, le manque de connaissances sur la vie de Napoléon, et puis une forme de généralisation du politiquement correct, de la bien-pensance qui donc attise ce débat autour de Napoléon. Vous rappelez également tout ce que l'empereur a apporté donc, à la France et à notre République, tout ce qu'il a apporté au niveau de la Constitution, au niveau des institutions, du Code civil, etc., de la culture française. Je vais vous laisser peut-être vous présenter en quelques mots, et puis si vous avez peut-être des remarques sur la présentation que j'ai faite de votre livre, elle n'est peut-être pas tout à fait complète, pas tout à fait exacte. On va peut-être avoir l'occasion de préciser tout ça. Oui. Donc, comme vous l'avez dit, je suis directeur de la Fondation Napoléon depuis une vingtaine d'années. Ma carrière précédente a été dans le secteur privé et un peu dans l'enseignement supérieur. Je suis en outre en ce moment, depuis plusieurs années, professeur à l'Institut catholique de Vendée. Donc une université, on n'a pas le droit de l'appeler université, mais c'est une université privée catholique qui se trouve donc à La Roche-sur-Yon. Comme vous le disiez, après une quarantaine d'ouvrages, on va dire d'études historiques sur Napoléon, je publie ce livre qui s'appelle Pour Napoléon, dont le titre est un peu provocateur, et d'ailleurs beaucoup de commentateurs ne sont pas allés au-delà du titre, puisque j'ai eu droit à tout un tas de qualificatifs, notamment de la presse qui fut de référence, comme Le Monde ou Le Nouvel Observateur. Et donc ce livre, en fait, est né d'une réunion. Il faut toujours savoir d'où ça vient. Une réunion qui regroupait les grands conservateurs de musées, des historiens, des administratifs, pour préparer une grande exposition qui doit avoir lieu, qui va commencer bientôt à Paris. Et au cours de cette réunion, alors que tout le monde était très enthousiaste, on voyait déjà le plan, tout le monde rêvait déjà de cette exposition, il y a tout à coup un haut fonctionnaire qui a levé la main et qui a dit il ne faudra pas oublier de parler de l'esclavage, du patriarcat, des millions de morts des guerres, etc. Et moi je lui ai répliqué du tac au tac, dans ce cas, appelez votre exposition Contre Napoléon. Et puis en sortant de là, après qu'on soit, non pas disputé, mais qu'on ait un peu discuté, je me suis dit, tiens, ça va recommencer. Comme à chaque commémoration napoléonienne, d'ailleurs comme à chaque commémoration, quelle qu'elle soit, on va à nouveau avoir ce genre de choses, et puis à nouveau, on va soupçonner les historiens de Napoléon de cacher des choses. Vous savez, on peut cacher des choses, d'être des fanamilies, d'être pour l'empereur, que sais-je encore. Donc je me suis dit, il faut qu'on leur réponde. Alors, tous les sujets que j'aborde dans ce livre, je les avais déjà traités assez souvent. Donc je me suis dit, il faut faire quelque chose d'un petit peu plus tonique. Et puis, surtout le mettre dans un contexte qui est quand même un contexte assez inquiétant, qui est ce contexte, vous avez parlé de politiquement correct, je pense qu'on est même maintenant au-delà. C'est-à-dire qu'on est vraiment la cancel culture, le racialisme, le post-colonialisme, le tout ce qu'on veut, la post-modernité, sont devant la porte, frappent très très fort, et je pense qu'il ne faut pas les laisser entrer dans un espace, on va dire, ouest-européen,
qui est quand même encore pour l'instant un peu à l'abri des excès de tout ce qu'on voit dans les universités américaines et anglaises. Donc c'était aussi un petit peu un plaidoyer pour cette liberté à la fois de penser, cette liberté d'expression. Donc ça a donné ce petit essai qui justifie ma présence avec vous ce soir. Merci beaucoup. Parler de la cancel culture, on va en parler par la suite. Mais en premier lieu, ce qu'on va surtout essayer de faire, on va consacrer une première partie déjà de cet entretien à Napoléon, à son héritage, à ce qu'il a laissé en Europe et en France. Et c'est d'ailleurs la question que je vais vous poser tout de suite, très ouverte peut-être, mais quel est l'héritage laissé par Napoléon ? Oui. Alors, c'est un héritage qui d'abord nous environne dans les paysages urbains, évidemment les monuments, évidemment les grandes réalisations urbanistiques. Par exemple, beaucoup de gens ignorent que le canal de l'Ourcq, le canal Saint-Martin ont été creusés, réalisés sous Napoléon pour apporter tout simplement de l'eau pure à Paris. Mais il y a d'autres aspects aussi. Par exemple, l'alignement des maisons a été vraiment commencé sous le Consulat et l'Empire à Paris, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez effectivement des maisons parfaitement alignées. Bon, c'est assez important sur le plan urbanistique, évidemment. Il y a bien sûr les institutions, le Conseil d'État, la Banque de France, les préfets, je vais sans doute en oublier, la Cour des comptes, etc. Tout ça date du règne de Napoléon. On peut ajouter à ça la mémoire nationale de ce moment très spécifique dont on va reparler, mais qui est un moment où la France est la première puissance mondiale et, mène le jeu en Europe et même un peu au-delà. Mais je crois qu'il y a surtout quelque chose dont les gens ne se rendent pas compte, et c'est tant mieux, c'est que Napoléon est en nous, Napoléon est en eux, parce que l'application naturelle des principes du Code civil depuis 215 ans, 220 ans, fait que, ma foi, aujourd'hui, on ne sait plus que notre organisation sociale, des règles contractuelles, des règles presque familiales, il en reste encore quelques-unes, etc. Tout ça vient de ce code qui n'est pas juste des articles que l'on a mis les uns à la suite des autres, mais qui est véritablement une conception de la société. C'est-à-dire pourquoi, lorsqu'on modifie le code sur des points de détail, ce ne sont pas des points de détail, mais sur le droit d'affiliation, sur le droit de la famille, ça ne bouleverse pas l'organisation générale du code. Parce que ce sont des choses qui s'imbriquent, qui sont l'une dans l'autre. Il y a des engrenages, et ce n'est pas en changeant une des petites roues qu'on va changer tout. Alors, je ne dis pas que tout ça est de la première jeunesse et que tout ça a un grand avenir devant lui, parce qu'un jour ou l'autre, évidemment, on s'occupera aussi de la structure du Code civil, après s'être occupé de dispositions. Mais enfin, jusqu'à présent, Napoléon est en nous, et comme je dis parfois, nous faisons tous du Napoléon sans le savoir. Mais alors, ce qu'on constate, en fait, c'est que... alors, il a cet héritage que vous citez, mais en tout cas, quand on voit la façon dont là, il a été traité récemment dans la presse, ou même par certains universitaires français, voire même plus généralement par les élites françaises, on constate quand même une forme un peu de rejet de Napoléon, en tout cas une critique qui en tout cas devient plus importante que les louanges qu'on peut apporter en fait à l'héritage qu'il a laissé. Oui. Alors c'est à la fois vrai, et on va dire pourquoi, mais c'est aussi un peu faux. C'est-à-dire que c'est vrai que les débats autour de Napoléon sont vifs en ce moment, mais ils l'ont toujours été. C'est-à-dire qu'ils l'ont toujours été sur d'autres sujets. Dès le règne même de Napoléon, il a été contesté. Évidemment, après sa chute, on a créé sa légende noire, et puis il est passé après du côté des libéraux, et puis ensuite il a été vécu comme on va dire, presque un républicain de droite, on dirait, puis après il est repassé à gauche, et ainsi de suite. Napoléon, c'est un personnage tellement multiforme, tellement insaisissable et parfois tellement paradoxal que il peut servir à tout le monde, quoi, si vous voulez. Alors donc du coup, les débats, les critiques, etc. ont été toujours très nombreuses. En revanche, ce qui est juste, c'est que depuis, on va dire,
une grosse vingtaine d'années, le débat n'est plus un débat de discussion sur l'héritage ou sur le pour et le contre, enfin, etc. Ce qui est tout à fait normal. Enfin, je veux dire, ça, ce débat-là ne me gêne absolument pas. Je m'ai même écrit des choses affreuses sur Napoléon dans certains de mes livres, donc il n'y a absolument pas de souci là-dessus. Le problème aujourd'hui, c'est que c'est quasiment un soupçon immédiat lorsque vous citez Napoléon, lorsque vous étudiez Napoléon, lorsque vous défendez un peu Napoléon quand il mérite d'être défendu, etc. Et ça, c'est le fait de la superstructure. Hein. C'est évidemment la population générale, d'abord, assez généralement ne connaît pas bien l'histoire de Napoléon, mais même ne la connaissant pas bien, le nom est connu, plutôt positivement. Il n'est qu'à voir le succès des hors-séries des journaux en ce moment, à la télévision, beaucoup de programmes. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on est très favorablement surpris par les efforts réalisés par le service public de télévision pour marquer les commémorations du bicentenaire. C'est assez étonnant. Il y a, je dirais pas, c'est un film par semaine, quoi, hein, en ce moment. Donc voilà, alors je veux dire, la population générale, comment l'appeler, je ne vais pas dire la France d'en bas, parce que c'est tellement bête que... mais vous voyez, c'est un peu ça. Les gens normaux, ils aiment bien Napoléon, ils étudient Napoléon, et puis ils critiquent Napoléon, mais ils ne le font pas dans le sens de ce qu'on entend. Alors, soit la fameuse critique d'effacement, hein, c'est-à-dire, vous ne devez pas commémorer Napoléon. D'abord, je demande ce qui pourrait me l'interdire, et puis ensuite commémorer ne veut pas dire célébrer, donc voilà. Et puis vous avez de l'autre côté tout, on va dire, ce milieu des élites, et notamment politiques, qui veut surtout pas avoir d'histoire, donc ils préfèrent des discours entièrement incolores, inodores et sans saveur. Donc comme Napoléon est un peu clivant, on va pas le citer beaucoup. Je dis à un moment dans mon livre, moi j'en connais pas mal, hein, de ces élus, etc. Chaque fois qu'ils me rencontrent, ils me parlent de Napoléon, ils me parlent de leur lecture sur Napoléon, et quand ils étaient petits, ils s'intéressaient beaucoup à Napoléon, et même très à gauche, hein, lorsque je vous dis ça, c'est à croire qu'ils lisent du Napoléon sous leur couette, avec une lampe de poche, pour ne pas que ça se sache. Hein. Alors bon, il y a une exception d'une personne que j'ai entendu parler de Napoléon dans des discours avec lequel j'ai discuté de Napoléon et dont je me suis aperçu qu'il savait beaucoup de choses là-dessus, c'est Jean-François Copé. Voilà, lui par exemple, il parle de Napoléon dans ses discours locaux et peut-être même nationaux à une certaine époque. Ça, j'avais pas suivi ça. Donc vous voyez, c'est en même temps une expression comment dire, d'être dans le vent, de ne pas choquer, d'être incolore. Voilà. Alors on ne parle pas de Napoléon, c'est ce que j'appelle la jurisprudence Chirac, c'est-à-dire dès qu'on a dit du bien de Napoléon, il faut vite en dire du mal pour pas qu'on soit soupçonné d'être un napoléonolâtre. Voilà. Donc bon, je dirais que tout ça, si nous étions dans un monde qui n'est pas menacé par les dangers que j'évoquais tout à l'heure, tout ça n'aurait absolument aucune importance, ne mériterait qu'un sourire. Mais voilà, le problème, c'est que la faiblesse, la lâcheté, mais aussi, il faut le dire, des objectifs de post-modernité, de post-vérité et, comment dire, de déconstruction de notre histoire, il y a des gens qui ont ce projet. Hein, je veux dire, ça n'est pas un danger banal, ça n'est pas un danger intellectuel, c'est un danger de société. Alors tout ça mélangé fait qu'on arrive à ce que vous disiez, c'est-à-dire un boogie-boulga sur Napoléon, mais toujours, il a rétabli l'esclavage, il a brimé les femmes, il a assassiné des millions d'Européens, enfin, etc. Toutes choses qui, lorsqu'on les explique, n'apparaissent pas comme des points positifs, évidemment, dans son bilan, mais enfin, c'était il y a 200 ans, quoi. Je veux dire, comment dire, tous ces gens qui viennent maintenant discuter de tout ça se rappellent pas d'une règle élémentaire de la vie, c'est que personne n'est parfait. Et donc pourquoi Napoléon l'aurait été dans toutes ses décisions et dans tous les moments de sa vie? Dans ce que vous dites, il y a beaucoup de choses. Avant peut-être de revenir sur les élites, j'aimerais vous poser la question suivante. Vous avez dit que depuis une vingtaine d'années, on a de plus en plus de mal à avoir un débat qui soit vraiment argument pour et argument contre au sujet de Napoléon.
c'est plus la question de l'homme en lui-même, enfin de Napoléon lui-même, ou c'est la question véritablement du débat qui est complètement... Moi, je crois qu'il y a évidemment des deux. Écoutez, moi j'ai eu la chance tout au long de cette déjà longue carrière d'être invité sur des plateaux, etc. Alors la première chose, c'est que contrairement à chez vous, on n'a jamais le temps. Donc dès que vous émettez une idée complexe, le présentateur vous arrête en disant « nos téléspectateurs ne comprendront pas, mais nos téléspectateurs sont-ils bêtes ?» pour qu'on n'essaie pas de leur expliquer. Et puis en plus, il faut quand même le dire, le personnel médiatique est d'une inculture crasse. Hein. Pour deux ou trois qui ont préparé l'émission, qui savent de quoi ils parlent et auxquels vous pourriez éventuellement parler au deuxième degré, ils comprendraient, vous en avez 98 qui n'y connaissent rien et qui, une fois qu'ils auront fini de vous parler de Napoléon, vont vous parler de l'industrie nucléaire et puis après vont devenir des spécialistes de politique internationale. C'est aussi un peu ce monde qui est fait toujours de rapidité, d'abord il faut s'engueuler. Hein, je pourrais vous raconter 1000 anecdotes sur ce sujet. Moi, je vais pas ni citer la radio ni la personne, mais j'ai participé à des émissions de radio de façon assez régulière. Et lorsque on m'invitait à rencontrer un contradicteur, on me disait quels sont vos points de désaccord. Alors moi je disais écoutez, on en a pas tant que ça parce que bon voilà. Ils disaient ah non il nous faut des points de désaccord. Et je leur disais mais écoutez, est-ce qu'on pourrait pas un jour passer 1 heure à parler d'un sujet sereinement et puis peut-être que les auditeurs vont apprendre quelque chose. Et est-ce qu'au fond ça serait pas bien ça? Oh ben non, il nous faut des points de désaccord. Allez, tu réfléchis, tu nous trouves un point de désaccord et on fera le débat. Voilà, alors ça c'est, je dirais, le média, c'est bien sûr important, il faut y penser, il faut, comment dire, il faut adapter aussi sa tactique à ces conditions, mais qui sont quand même des conditions difficiles pour des sujets complexes, quoi. L'histoire, c'est pas oui, blanc, noir, rouge, jaune, non, c'est compliqué. C'est compliqué, il y a des choses... Si on devait, à chaque fois que quelque chose nous déplaît dans l'histoire, grimper au rideau, on serait en haut des rideaux à longueur de journée, quoi. Il faut aussi le prendre avec un peu de recul, un peu de sang-froid, je dirais presque avec un peu d'intelligence. Je reviens rapidement sur les élites dont on parlait tout à l'heure. On constatait justement, donc, quand on préparait les questions de cet entretien, on voulait donc vous poser cette question sur les élites françaises et Napoléon de nos jours. Et puis, on a fait le parallèle en fait avec typiquement le Père Goriot de Balzac, où il y a des scènes justement où Balzac décrit en fait les élites de l'époque qui sont anti-bonapartistes, anti-napoléoniennes et qui critiquent en fait déjà ce personnage. Et donc quand vous disiez qu'il y a une volonté des politiques d'être de plus en plus politiquement corrects et donc de ne pas utiliser ce personnage qui est trop clivant, on constate quand même qu'il y a il y a une lame de fond quand même qui remonte à de nombreuses années. Oui, bien sûr. C'est d'abord, il faut quand même le dire, à quelques exceptions près, le niveau culturel des élites a baissé parce que le niveau culturel de l'ENA a baissé aussi et que beaucoup en viennent. Bien sûr, il n'a pas fallu attendre la suppression de la culture générale pour que la culture générale disparaisse dans les formations des très hauts fonctionnaires. Voilà, bon, il faut le dire. Alors, c'est pas non plus le drame absolu, mais dans ce cas-là, comment dire, quand on veut parler d'histoire napoléonienne, il faut un peu la connaître quand même. Hein. Enfin, on n'exige pas de tout le monde d'être un spécialiste. Mais enfin, si tu veux parler, tu apprends déjà de quoi tu veux parler. Alors, je généraliserai pas d'ailleurs, j'ai dit les élites, c'était pour donner une situation géographique sur l'échelle sociale, mais il y a évidemment un peu de tout. Il y a des gens qui sont prêts à discuter, il y a des gens qui aiment bien Napoléon, etc. Ce qui est plus embêtant, c'est que la qualité du débat baisse beaucoup et que par conséquent, on commence à se limiter à des slogans. J'ai discuté avec un député de la France Insoumise récemment qui est, je crois qu'il est agrégé d'histoire, en tout cas il a été professeur d'histoire dans le secondaire. C'est un garçon, je veux dire, parfaitement au fait des choses historiques. Et dès qu'il parle de Napoléon, il perd son sang-froid.
parce que je pense que c'est dans l'ADN politique de cet homme-là. Alors je ne dis pas qu'il n'a pas le droit, hein, je veux dire au contraire, moi je trouve que c'est beaucoup plus stimulant de se disputer avec lui que de se disputer avec son voisin de palier. Mais voilà, il y a un peu des réflexes. Moi je cite toujours, pour montrer que le débat a parfois été d'une autre nature, l'attitude d'Albert Soboul, qui était membre du Parti communiste français, qui était convaincu que Staline avait apporté que du bonheur en Union soviétique, donc forcément quelqu'un avec qui on n'aurait pas été d'accord. Mais lorsqu'il parlait d'histoire, il parlait vraiment de l'histoire, quoi. Et Albert Soboul, en 1969, a publié plusieurs papiers dans l'Humanité, juste avant le bicentenaire de la naissance de Napoléon, appelant les communistes à célébrer et à commémorer Napoléon. Pourquoi? Parce que pour eux, bien que le fondateur de la société bourgeoise, il était aussi une grande âme nationale, si l'on veut. Et donc c'est vrai qu'il y a eu il y avait des débats idéologiques très forts, très fermes, mais très profonds aussi entre les gens à cette époque-là. Aujourd'hui, on a l'impression que cette époque est révolue. Alors c'est peut-être aussi mon âge, hein, qui fait que je commence à penser tout ça, mais quand vous voyez aussi aujourd'hui un peu la faiblesse de réflexion, et pardon si nous en avons qui nous regardent, mais de l'Assemblée nationale, enfin je crois que François Fillon disait qu'on aurait des députés sélectionnés par Internet, oui. Tout le monde riait à l'époque, c'est très exactement ce qui s'est passé. Et donc voilà des gens à qui on confie notre destin, notre vie quotidienne, etc., puis qui n'ont pas cette profondeur de réflexion et qui en fait se rangent un peu tel des godillots. Alors des godillots, il y en a eu dans toutes les chambres législatives, mais là on est en plus avec des godillots qui qui sont même pas réunis autour de leur godillot, quoi, si vous voulez, hein, ça tire à U et à Dia, on ne fait pas de politique. C'est les réseaux sociaux installés au Palais Bourbon, c'est-à-dire c'est moi, mon avis, mon opinion, mes goûts, mes tendances, etc. Alors ça nous mène un peu loin du sujet, j'en conviens, mais comme vous m'avez donné l'occasion de le dire, ben voilà, je ne m'en suis pas privé. Puis on parlait des débats justement médiatiques tout à l'heure. C'est vrai que quand on fait par exemple le parallèle entre des émissions de télé qu'on pouvait avoir, alors je vais faire vieille aussi, oui. Mais comme Apostrophe ou Bouillon de culture, où je veux dire chacun s'écoutait un peu. Oui, alors les temps s'y prêtent moins. Il faut quand même, admettre que les temps changent, les choses évoluent, la façon de produire une émission n'est plus la même, etc. Ça, je suis tout à fait d'accord. Si vous voulez, on peut produire des choses un peu dynamiques avec une ambition intellectuelle. En revanche, on produit beaucoup de choses dynamiques simplement pour le dynamisme. Hein. Le dynamisme pour le dynamisme, c'est-à-dire faut se disputer, il faut toujours qu'il y ait un scandale quelque part. Enfin, je veux dire, la vie n'est pas faite que de scandales. Hein. La vie est faite aussi de choses très très calmes, très cool, de discussions au cours desquelles on n'est pas obligé de quitter la pièce. Vous savez, on le constate dans notre vie quotidienne de nos jours. On ne peut plus dire à quelqu'un qu'on n'est pas d'accord avec lui. C'est tout de suite un drame. Ça provoque tout de suite des tensions. Ouais, ça provoque des tensions, des drames, et c'est aussi cette vénération de la vie individuelle, quoi, qui entraîne aussi un affaiblissement de l'intérêt général, voilà. Donc c'est des choses auxquelles je vous remercie de m'aider à réfléchir avec vous, parce que c'est comment dire, pour quelqu'un de ma génération, alors là je reviens encore une fois sur mon état civil, il doit y avoir un problème, mais pour quelqu'un de ma génération c'est quelque chose de complètement nouveau, quoi. C'est-à-dire, si j'étais parti sur Mars et que je sois revenu 20 ans, 30 ans, 40 ans après, je dirais, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Comme a écrit un jour Elisabeth Lévy dans un de ses éditoriaux, qu'est-ce qui s'est donc passé pour qu'on soit passé des sommets de la pensée au marécage le plus boueux, quoi. C'est un petit peu ça. Et alors, il y a des jours où on vit avec, puis il y a des jours où ça agace. Alors le jour où j'ai un peu écrit là-dessus dans cet essai, c'était peut-être un jour où ça m'a agacé. Bon, on va pas s'agacer plus et on va revenir. Je vous propose de revenir sur Napoléon et de dresser justement peut-être un parallèle, alors il vaut ce qu'il vaut, hein, mais entre Napoléon et puis un autre personnage aussi que les Français aiment bien, qui est le général de Gaulle. Une des questions qu'on se posait, c'est qu'ils ont beaucoup de points communs.
c'est-à-dire que ce sont tous deux des militaires, ils sont tous deux marqués par des victoires militaires, si on peut dire, pour le général de Gaulle, même s'il n'y a pas vraiment eu de bataille. Mais en tout cas, ils ont beaucoup de points communs. Et on peut dire que dans l'imaginaire collectif des Français, ce sont quand même des figures nationales, des figures qui sont fortes. Et quels autres points communs, à part ce côté militaire, ce côté général, on peut retrouver justement entre ces deux personnages qui participent donc à cette place de figure nationale? Alors, vous savez, ce type de comparaison est toujours très périlleux parce qu'évidemment, on a affaire à des personnes déjà complètement différentes sur le plan du comportement, du caractère, voilà, des époques qui sont totalement différentes, des circonstances ô combien différentes. Je dirais que ce qui est intéressant dans la comparaison, je ne vais pas entrer dans la comparaison des destins, ce qui est intéressant, c'est qu'ils font partie de cette habitude française que Jean Tullard avait décrite dans son Napoléon, ou le mythe du sauveur. Ils font partie à la fois du mythe, mais ils font aussi partie parfois de la réalité du sauveur. C'est-à-dire que c'est bien beau de dire c'est le mythe du sauveur, mais quand ils ont agi, ils ont fait quoi? Ils ont sauvé. Hein. Donc déjà, je pense qu'ils ont ce point commun. Ils ont un point commun aussi qui plaît bien aux Français, c'est le côté grandeur de la France, évidemment. Sur le plan militaire, je crois qu'on ne peut pas les comparer parce que malgré son formidable comportement en 1940, je veux dire, il n'y a rien de commun entre ce qu'a fait le général de Gaulle, la campagne d'Italie et la campagne d'Égypte. Enfin voilà. Après, sur le plan de leur action, il y a quelque chose qui leur est commun, mais qui devrait être commun, qui est commun à tous les grands hommes, c'est le sens de la décision, le sens de l'autorité, savoir où on veut aller, ne pas douter de soi-même et de la solution qu'on a adoptée. C'est bien évidemment exactement le contraire de ce qu'on voit aujourd'hui. Enfin, on glose toujours sur l'expression « en même temps ». Oui, évidemment, il n'y a pas d'en même temps quand on est un homme d'État. C'est ou tout à la fois, ou alors on a choisi, on a tranché. C'est ça aussi être un homme d'État. Alors c'est le cas des deux. C'est le cas du général de Gaulle, c'est le cas de Napoléon. Le général de Gaulle vit dans un environnement quand même beaucoup plus démocratique et parlementaire, ça c'est indéniable. Donc il a aussi une pratique du pouvoir qui est complètement différente. Lorsque on vient nous raconter que c'était une sorte de dictature gaulliste, etc. Enfin tout ça est une plaisanterie parce que même si effectivement il avait une grande majorité à la fois au Parlement et puis donc il avait lui-même une grande force et il savait où il voulait aller, c'était quand même pas complètement comparable au régime autoritaire de Napoléon. Puis encore, vous savez, c'est vraiment les 60 dernières années qui ont vraiment beaucoup changé l'opinion des gens sur leur rapport à l'État, leur rapport au pouvoir, leur rapport à l'autorité, leur rapport à la loi, etc. Sinon, moi j'ai vécu une enfance parfaitement respectueuse de la loi et avec tout le monde qui le faisait, quoi. Voilà. Donc Napoléon de Gaulle, d'abord, les deux personnages préférés des Français. Il y a Louis XIV qui vient de temps en temps sur le podium. Voilà, mais vous voyez, c'est toujours plutôt les grands hommes. C'est un peu une spécificité française, ça, hein, de marquer, de scander notre histoire à travers les grands hommes. Comment dire, un petit peu notre rôle, c'est d'essayer d'en sortir un petit peu pour montrer aussi en quoi l'époque est intéressante. Et quant aux réformes, on dit toujours, ah oui, les réformes. Il faut quand même noter que, bien sûr, notamment lorsqu'il était président du Conseil, le général de Gaulle a pris des batteries de réformes en quelques mois qui nous marquent encore, etc. Mais je dirais que Napoléon, lui, se trouve véritablement devant une table rase. C'est-à-dire, rien n'est fait et tout est à faire. On a plein de principes. La Révolution a énoncé des principes, des projets dont elle n'a pas mis la moitié à exécution. Lui, il est là, il faut le faire concrètement. Général de Gaulle, c'est un réformateur au pas de charge, là, pendant sa présidence du Conseil. Puis il faut reconnaître aussi, comme dit le spécialiste de Gaulle, Arnaud Tessier, en fait, le général de Gaulle, il a passé pratiquement la moitié de son temps au pouvoir à régler le problème de l'Algérie. C'est-à-dire que quand il y avait ce problème-là, il était vital et il fallait y mettre toute son énergie. Il commence vraiment à gouverner tranquillement qu'en 64, 65, quoi. Puis 65, c'est le choc du ballottage, etc. Donc il y a aussi après une espèce d'accélération
Et puis le général de Gaulle sent aussi l'âge venir, donc il veut terminer son œuvre, ou en tout cas la mener le plus loin possible. Donc, ce qui n'est pas le cas de Napoléon. Hein. Napoléon, la veille de son abdication, il est toujours convaincu que dans 10 ans, il sera là. Hein. Puis, bon, il chute à 44 ans, hein, donc c'était plausible, en tout cas, qu'il ait encore du temps devant lui. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai précisément répondu à votre question, mais c'est un petit peu ce que je pourrais dire, sans entrer dans les détails des carrières, enfin, etc., sur les deux hommes. Non, mais vous avez tout à fait répondu à la question, et puis, oui, non, mais dresser des parallèles est toujours un peu compliqué. Oui. Après, ça reste quand même nos deux grands personnages de oui, l'histoire française, contemporaine, oui, de l'histoire contemporaine. Bien sûr. Oui, mais n'oublions pas non plus, alors quelqu'un, là je vais faire bondir vos auditeurs de gauche, mais ils ne seront peut-être pas si nombreux que ça après tout, il ne faut jamais oublier Adolphe Thiers. Vous voyez, d'abord, il faut juste remarquer que Thiers, c'est le personnage de notre histoire qui a le plus de noms de rues, de places et d'avenues en France. Il n'y a quasiment pas de commune où il n'y a pas de rue Thiers. Bon. Et à côté de ça, on le vomit parce qu'il est celui qui réprime la commune. Bon. Moi, j'ai toujours trouvé ça bizarre parce qu'il ne reste que ça de lui et on ne m'explique pas pourquoi cet homme-là a tellement marqué ce pays, quoi. Alors, il faut regarder aussi, il faut voir aussi que Thiers, qui dirigeait ce qu'on appelait les Versaillais, tout simplement parce qu'ils étaient installés à Versailles, ils représentaient la France à ce moment-là. Alors, je l'ai un jour fait remarquer à une historienne, on va dire plutôt de centre-gauche, qui m'a dit « Oui, mais les élections avaient porté des royalistes au pouvoir. » Ben oui, mais c'est les élections portent des royalistes au pouvoir et la Chambre était légitime à ce moment-là. Et donc Thiers, il a appliqué ce programme. Bon, c'était, on va dire, plutôt un républicain de droite. Hein. Bon, il n'y a pas de souci. Mais voilà, alors c'est vrai que la Commune, c'est un épisode dramatique, mais il faut quand même jamais oublier que c'était la France, toute la France, contre une révolte parisienne, quoi. Hein. Donc tout ça, c'était pour réintroduire Adolphe Thiers, puis pour énerver un peu ceux qui viendraient nous voir par accident. On a fait donc ce parallèle entre Napoléon et De Gaulle. On va maintenant revenir donc sur un sujet, sur la carrière militaire en tout cas de Napoléon, et plutôt sur ce que représentent les guerres napoléoniennes. Éric Zemmour a l'habitude de dire, quand il parle des guerres napoléoniennes, que c'est un prolongement en fait de la Révolution française, et que donc ces guerres napoléoniennes sont là pour clore concrètement la Révolution. Et donc la question qu'on voudrait vous poser, c'est est-ce que les guerres napoléoniennes en fait sont une guerre, j'ai envie de dire, une guerre des idées, c'est-à-dire une façon de diffuser les idées de la Révolution, en tout cas dans toute l'Europe? Alors moi, je ne crois absolument pas à la causalité idéologique des guerres. Je pense qu'il y a quelque chose de plus fort que l'idéologie, c'est la géopolitique, ce sont les traditions diplomatiques, ce sont les haines traditionnelles, les amitiés traditionnelles, tout ça, ça existe. Et je pense notamment la géopolitique au sens assez large, c'est-à-dire géographie physique, mais aussi humaine, presque une géographie historique, si l'on peut dire. Et donc, je suis assez d'accord avec Éric Zemmour sur la partie révolution, mais moi je remonterais les choses beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que Napoléon est l'héritier d'une ambition française, on va dire, qui remonte à, on va dire, Louis XII, François Ier, mais qui est vraiment exprimée sous Louis XIV, qui est de dire ce continent doit être organisé autour de la puissance prépondérante qui ne peut être que la France. La France, à l'époque, c'est la première puissance mondiale, la plus riche, la plus peuplée, etc. Même plus peuplée que la Russie pendant très longtemps. Et donc, c'est une façon d'organiser l'Europe avec cette prépondérance française. Alors, on fait juste remarquer que les Français prennent le relais des Habsbourg, qui eux-mêmes étaient le prolongement de Charles Quint. Donc, si vous voulez, l'Europe a toujours été soumise à ces tensions avec les grandes puissances européennes qui voulaient devenir prépondérantes. On dit plutôt prépondérante que hégémonique, parce que hégémonique est un peu péjoratif. Mais voilà, prépondérant, ça ne veut pas dire Louis XIV, roi du monde, même si un livre l'appelle comme ça, mais ça veut dire
une grande puissance à l'ouest qui se met d'accord avec une autre puissance au centre ou à l'est, et puis comme ça on organise le continent. Ça, Napoléon, il est l'héritier de ça de façon incontestable, de même que la Révolution française avait été héritière de ça. On dit toujours la politique extérieure des révolutionnaires, elle se fonde sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et puis les frontières naturelles. Ça veut dire on n'ira pas au-delà du Rhin. Bon, d'abord le droit des peuples, pas respecté par les révolutionnaires. Les plébiscites organisés, etc., sont tellement truqués qu'on en a honte. Hein. Et puis les frontières naturelles, elles sont explosées dès le début de la Révolution. Hein. On se contente pas du Rhin, voilà, on va au-delà du Rhin. Bon. Et même au-delà des Alpes, hein, puisque l'idée d'annexer une partie de l'Italie, elle date de la Révolution. Donc elle se met facilement dans les souliers de la diplomatie française traditionnelle. Pourquoi? Parce que la diplomatie et les tendances diplomatiques et les habitudes diplomatiques, ça ne se change pas d'un claquement de doigts. Il y a des réalités qui sont, qui s'imposent aux hommes à certains moments. Et donc Napoléon, lui, il est dans ce mouvement. Alors, il faut dire aussi qu'il est un peu spécial, Napoléon. Bon, c'est un homme qui a beaucoup d'autorité, qui est un grand chef militaire, ça je pense qu'on ne peut pas le lui contester, et puis qui en même temps arrive à un moment où il va avoir les moyens de réaliser ce vieux rêve, parce qu'il a une armée exceptionnelle, pratiquement infinie en effectifs, parce que la conscription est faite pour ça, hein, c'est-à-dire pour qu'on n'ait plus besoin de racler les fonds de tiroir pour avoir des soldats. Et puis il y a une espèce de volonté nationale, je dirais, hein, de poursuivre ce projet. Hein. Alors il est le dernier parce qu'il échoue. Il échoue à Waterloo, et après Waterloo, la France ne sera plus jamais capable, ou n'aura même peut-être plus jamais envie de cette prépondérance en Europe. Elle cherchera les compensations dans les colonies, enfin, etc. Et puis surtout, elle va être entièrement sous la coupe de l'Angleterre. Il faut quand même le dire. Même sous le Second Empire, rien ne se fait sans l'accord de l'Angleterre. C'est d'ailleurs un grand danger, puisqu'on voit bien que dans les années 30, c'est l'Angleterre qui empêche la France d'intervenir contre l'Allemagne. Donc voilà. Alors, ça, c'est le projet napoléonien, qui est un projet, on va dire, français assez ancien, et qui se heurte à un autre projet, qui est le projet anglais, le projet britannique, qui est celui de l'équilibre européen. Alors, comme je le dis souvent, les Anglais ont ceci de très bien dans cette affaire, qu'ils choisissent l'expression à la fois qu'on peut comprendre facilement, mais qui ment, et puis contre laquelle on ne peut pas être. Qui va être contre l'équilibre européen? Tout le monde est pour l'équilibre européen, on ne peut pas être contre les bébés et les petits chats, comme je le dis souvent, et puis pour nous, Français, on ne peut pas être contre Julien Clerc. Bon, et il y a donc, voilà, et ce projet anglais, il n'est pas moins hégémonique, il n'est pas moins une recherche de prépondérance, tout simplement parce que les continentaux et les Britanniques ne pensent pas la diplomatie de la même façon. L'Angleterre, ça reste quand même une île, hein, malgré tout. Et donc, pour les Européens, la diplomatie, c'est parfois question de préséance, question de puissance, question de territoire, etc. Bien sûr, de l'économie aussi, il ne faut pas se leurrer. Mais il y a aussi tout cet entourage que certains historiens appellent la diplomatie savante du XVIIIe siècle. Bon. Pour les Anglais, la diplomatie, c'est du business. Et ils le disent, c'est écrit, on a quantité de documents dans lesquels ils disent notre problème avec la France, c'est essentiellement le commerce colonial et c'est le commerce continental. L'exécution de Louis XVI, etc., qui leur sert de prétexte pour entrer dans la guerre, c'est faux prétexte. En plus, ils ont coupé la tête à leur roi 130 ans plus tôt, donc bon, voilà. Donc c'est vraiment ce heurt. Alors d'abord, la continuation du rêve français, et puis ce choc de titan avec l'Angleterre. C'est ça le nœud de l'histoire extérieure napoléonienne. Alors après, il y a les événements, il y a les faits, et les faits sont favorables à Napoléon jusqu'en 1809 et défavorables après. Voilà, mais je dirais que, comment dire, il est aussi un héritier de ce côté-là, un héritier plus imaginatif, qui a plus de moyens, qui veut aller plus loin, et c'est peut-être le qui veut aller plus loin qui provoque sa chute. C'est-à-dire que, évidemment, à un moment donné, en 1807, après la paix avec la Russie, l'Europe est fixée. C'est-à-dire il y a une grande puissance à l'ouest, une grande puissance à l'est, et puis voilà, on n'en parle plus. L'Allemagne est organisée, tout va bien. Et là, Napoléon se trouve devant tous les choix. Qu'est-ce que je fais maintenant?
Alors il aurait pu dire, je rentre à Paris, je m'installe, puis je commence à négocier, y compris avec les Anglais sont exsangues, c'est le moment de négocier. Et qu'est-ce qu'il choisit? C'est de marcher encore plus en avant. Et c'est la fameuse affaire d'Espagne, qui est véritablement, comment dire, non pas la cause de sa chute, mais qui est à l'origine de son affaiblissement, on va dire. Et voilà. Mais alors pour répondre enfin à votre question, enfin j'y ai un peu répondu, c'est de dire, on appelle ça les guerres napoléoniennes, oui, c'est la phase napoléonienne de la deuxième guerre de 100 ans avec l'Angleterre, puisque nous sommes en guerre avec l'Angleterre, de la guerre de la Ligue d'Augsbourg, donc dans les années 1680, à la bataille de Waterloo. Et pratiquement sans arrêt, hein. Il y a des petites périodes de paix, mais comme pendant la première guerre de 100 ans. Et donc voilà, c'est comment dire, la fin de ce grand affrontement, et surtout le triomphe de l'Angleterre, parce que certes, le continent va être réorganisé, on va recréer les grandes puissances continentales, et on touche d'ailleurs pas tellement à la France, parce que les Anglais se disent, d'accord, je ne vais pas avoir abattu la France pour laisser la place aux Russes, donc il faut quand même que la France reste puissante. Et puis de l'autre côté, vous avez une puissance qui contrôle les routes maritimes. Les Anglais se moquent d'avoir des territoires sur le continent, des choses, même les colonies, ça ne les intéresse qu'à moitié, hein. C'est l'exploitation des colonies qui les intéresse. Et donc partant de là, ils deviennent la première, alors là pour le coup, une superpuissance, peut-être même plus importante encore que les États-Unis dans les années 50, qui avaient un grand adversaire avec l'Union soviétique. Là, les Anglais, ils sont les maîtres du monde pendant 90 ans, quoi. Et donc je ne me rappelle plus quelle était la question, mais je viens de vous donner ma réponse. Non, vous avez résumé, on est vraiment dans un choc de titans, quoi, en fait, entre deux grosses puissances. Et j'ai envie de vous poser en fait la question suivante, même si on va peut-être s'éloigner encore un peu une fois de Napoléon, mais qu'est-ce qui peut expliquer justement cet affrontement, en fait, vous l'avez dit, millénaire en fait, avec l'Angleterre et la France, puisque au-delà du fait que l'Angleterre soit une des grandes puissances de ces siècles-là, et la France également, on a aussi d'autres grandes puissances qui entourent la France, on a l'Empire de Charles Quint, enfin, on a beaucoup de puissances. Pourquoi l'Angleterre ? Alors, d'abord, ça n'a pas exclu les autres. C'est-à-dire, rappelez-vous, Richelieu, mort au Habsbourg. Hein. Oui. Bon, voilà. Donc, mais il y a une constante quand même avec l'Angleterre. Oui. Si vous voulez, le point sur lequel aucune grande puissance européenne, si par exemple ça avait été l'Espagne la grande puissance, d'ailleurs ils ne se sont pas entendus avec les Anglais, l'Autriche ça aurait été la même chose, etc. Parce que pourquoi ? Parce que l'Angleterre, nation commerçante, veut une Europe à un marché ouvert, si je puis dire. Alors les termes sont très modernes par rapport à ça, mais c'est-à-dire il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui contrôle l'Europe. Parce que sinon, on n'a plus de clients. Nous, on veut commercer avec tout le monde. Puis si ça ne va pas avec des Allemands, hop, on va s'occuper de ça avec les Hollandais. Et puis en plus, l'industrie anglaise, même au début du XVIIIe siècle, elle est déjà très puissante, elle est déjà très moderne. Elle peut inonder le marché européen. Et les Européens ne savent pas faire la même chose que les Anglais. En tout cas, pas au même prix, pas avec la même qualité, etc. Donc les Anglais, eux, ils ne veulent pas qu'on leur ferme les routes commerciales. Et en fait, le grand point de non-retour avec la France révolutionnaire, c'est l'occupation de la Belgique et d'une partie de la Hollande, sur les ports d'entrée des marchandises britanniques. Donc là, les Anglais se disent, attention, on était bien content que ça soit le bazar à Paris, hein, leur révolution, là c'est formidable. Pendant ce temps-là, on peut faire tout ce qu'on veut. Et puis tout à coup, les révolutionnaires arrivent à Anvers et ils menacent les ports hollandais. Là, ils se disent, oula, il est en train de se passer quelque chose. Là, il faut qu'on réagisse. Et comme ils sont tellement riches, ils vont payer les autres pour faire la guerre à leur place. C'est-à-dire, eux, ils s'occupent de la mer, et ils sont assez experts de ce côté-là, il faut quand même leur faire confiance, et les autres doivent s'occuper du continent. Et d'ailleurs, il y a la fameuse suite des traités qu'on appelle les traités de subside, où les Anglais payent à l'homme. Alors, si un fantassin, on va vous donner 5 livres, un cavalier, on va vous donner 10 livres, etc. Et ça dure comme ça pendant 25 ans. Comment dire, ils sont pas directement impliqués dans les luttes continentales, ou très peu, un peu en Espagne, puis évidemment à Waterloo, mais tout le reste du temps, ils payent les autres pour faire la guerre. En fait, on disait souvent, après la guerre de 7 ans, qu'on avait fait la guerre pour le roi de Prusse. Là, ils ont fait la guerre pour le roi d'Angleterre, hein, incontestablement. Je reviens donc à Napoléon et puis à l'héritage napoléonien.
Et justement, donc avec cette conquête en fait de l'Europe, est-ce qu'il y a encore un héritage napoléonien à l'étranger, dans le reste de l'Europe, que ce soit sur les institutions, dans la mémoire collective peut-être? Alors, dans les institutions, incontestablement, hein, tout ce qui a été l'Empire français, qui, en gros, c'est assez amusant de le constater, mais c'est l'Europe des six du début. Hein. C'est quasiment l'Empire napoléonien, quoi. Bon, voilà. Alors, il reste évidemment les institutions, il reste le code un petit peu partout. Hein. Même d'ailleurs, dans certains lenders allemands, on conservait un petit bout du code civil, hein, puisqu'ils sont assez libres de leur législation. En Suisse, en Italie, bon, etc. Donc là, il reste des conseils d'État un petit peu partout. Hein. Alors, on les appelle plus toujours comme ça. L'exemple du modèle français administratif centralisé, alors là on croit aujourd'hui que de tout temps les États étaient centralisés, non, c'est les Français qui ont inventé ça pendant la Révolution française, et c'est Napoléon qui l'a mis en pratique. Autrefois les circonscriptions se chevauchaient, il y avait des pouvoirs locaux beaucoup plus puissants que le pouvoir central, bon, etc. C'est vraiment les Français qui ont inventé ça, et ça a beaucoup intéressé y compris les adversaires des Français, en se disant, mais tiens, au fond, cette formule de gouvernement dont on rêve, comment les Français ont fait pour la mettre en place? Ben, ils l'ont fait grâce bizarrement au Code civil. Parce que la fin de la féodalité, ben, c'est la fin des féodaux et c'est le renforcement du pouvoir central. Donc, tout cet aspect institutionnel, il a beaucoup essaimé. Il s'est transformé, il s'est adapté aux différents pays, mais par exemple la Pologne dans les années 1920, elle adopte un schéma administratif comme l'Empire français, c'est-à-dire avec 3 circonscriptions, avec des préfets qu'ils appellent les voïvodes, avec un sous-préfet, etc. Donc vous voyez, il y a eu un côté pratique dans l'Empire qui a été de dire, ben voilà, si on veut mettre fin à la féodalité, première arme, c'est le Code civil. Parce que égalité civile, parce que liberté contractuelle, etc. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de féodaux. On sait par exemple, il y a un historien qui s'appelle Michel Quérotret qui a étudié le Wurtemberg, donc qui était un royaume assez important en Allemagne. Les Wurtembergeois, ils sont là, ils regardent le modèle français et ils disent on va le mettre en place. Sauf que le roi de Wurtemberg, 70% de ses revenus sont des revenus féodaux. Donc évidemment, pour lui, la suppression de la féodalité, elle ne peut pas se faire du jour au lendemain parce qu'il n'a plus de sous, pour dire les choses. Donc on y va lentement, on introduit certaines parties du Code civil, et puis après certaines parties de la fiscalité modernisée par les Français, hein, nos fameuses 4 vieilles qui ont duré quand même très très longtemps. Et donc ça, c'est vraiment un héritage extrêmement concret, tellement exemplaire que l'Argentine, le Chili, le Canada, le Venezuela, avant ces aventures récentes, le Japon dans les années 1890, adopte le Code civil. Bon. Donc voilà, ça c'est l'héritage concret, pratique, etc. Puis il y a tout cet héritage, on va dire, historique et mémoriel. Alors je sais bien que certains, juste pour m'embêter, on va dire oui, mais la mémoire, l'histoire, c'est pas la même chose. Bien sûr, je le savais, hein, ils n'avaient pas besoin de me le dire, mais simplement, là je les mets ensemble pour vous montrer qu'il y a un tout, notamment en Europe, qui fait qu'on est très surpris de voir que Napoléon est partout. Il est presque devenu un personnage des Européens. Alors évidemment, avec des hauts et des bas, en Autriche beaucoup moins qu'en Pologne, etc. Mais par exemple là, au moment où nous parlons, à Moscou. Oui. Alors d'abord, il y a une université qui a un centre d'études napoléoniennes, c'est l'université de l'Académie des sciences, avec des historiens russes, et je vous garantis que les historiens russes, c'est quelque chose. Hein, ils travaillent vraiment très très fort sur documents, etc. Et puis au moment où on parle, s'ouvre à Moscou, au panorama de la bataille de Borodino, une exposition sur Napoléon. Disant voilà, c'est le bicentenaire de Napoléon, venez voir Napoléon. Bon. Le musée d'histoire de la Place Rouge a toute une aile qui s'appelle la guerre de 1812 ou la guerre patriotique de 1812, et c'est un musée napoléonien, en plein cœur de Moscou. Je veux dire, bon, bien sûr, il y a un peu d'Alexandre Ier, il pouvait quand même pas, bien sûr, mais bon, c'est le butin de la campagne de Russie, en fait, hein, tout ce que les Français ont perdu, mais restauré, exposé, magnifique. Bon, ça c'est la Russie, mais vous allez en Allemagne en 2006 pour le bicentenaire de la victoire contre la Prusse, les petits Länder qui ne sont pas prussiens, ils ont célébré l'arrivée de Napoléon en Allemagne, parce que ça embête les Prussiens. Hein. Il y a eu à Jena, ça se trouve en Saxe, il y a eu une reconstitution de la bataille d'Iéna où les Prussiens ont pris la pâtée, comme aurait dit
Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, et les Saxons, ils ont mis du cœur à fêter Napoléon. Et même en Prusse, il y a eu à Berlin une reconstitution de l'entrée de Napoléon à Berlin, où on a fait passer les reconstituteurs sous la porte de Brandebourg, avec des musiques militaires, etc. Et puis, tournant la tête vers l'ambassade de France, qui se trouve sur cette place, acclamant l'ambassadeur, etc. Je veux dire, imaginez, toutes choses égales par ailleurs, je le précise, qu'on reconstitue l'entrée de la Wehrmacht à Paris en juin 40, quoi. Enfin, bon. Voilà, et ça, en Espagne, dans les années donc 2008, au moment du bicentenaire de la guerre d'Espagne, moi j'ai participé à l'université à un colloque qui était, on va dire, la gauche espagnole, disant nous avons manqué la modernité parce qu'on a chassé Napoléon. Je résume. Et puis le lendemain, vous alliez à la commémoration du Dos de Mayo, là, la place sur laquelle a commencé l'émeute, et où là c'était la droite espagnole qui disait, voilà, nous avons fait naître l'identité espagnole ici, ce jour-là, etc. Donc il y a un débat. Un vrai débat. Joseph Bonaparte est complètement revisité par les historiens espagnols, qui se disent, mais au fond, est-ce que c'est pas un des meilleurs rois qu'on a eu au XIXe siècle, etc., etc. Donc, vous voyez, il est très, très apprécié. Au niveau des études historiques, 3 des meilleurs professeurs d'histoire napoléonienne sont de l'université d'Oxford, bon, en Angleterre. Aux États-Unis, à Tallahassee, en Floride, il y a un centre d'études napoléoniennes qui a essaimé des professeurs d'histoire napoléonienne dans tous les États-Unis. Et aujourd'hui, un des meilleurs spécialistes d'histoire militaire napoléonienne, il enseigne dans une université du Texas, il s'appelle Alexander Mikaberidze, il est d'origine géorgienne, mais voilà, on a ces foisonnements. Cette année, le bicentenaire de Napoléon, 2021, a commencé réellement le 6 janvier au Chili. Parce que ce sont des généraux français ou des officiers français qui ont accompagné le général San Martin pour la libération du Chili, et un d'entre eux a remporté une bataille dans une ville dont le nom vient de m'échapper parce qu'il est très, très difficile, et les autorités chiliennes, avec l'ambassade de France, ont fait une grande cérémonie là-bas. Voilà, Napoléon, voilà, et les Chinois sont... Alors les Chinois, ils ont un Napoléon bien à eux, hein, il est habillé en chinois, etc., mais... Bon, voilà, il y a du Napoléon en Chine, il y a du Napoléon au Japon, il y a du Napoléon, le premier ministre indien maudit est un fanatique de Napoléon, etc. Voilà, au Canada, le nom de Napoléon est tellement bien vu et tellement marketingement important que la plus grande marque de barbecue s'appelle le barbecue Napoléon. Voilà. C'est un personnage à la fois du monde, et je pense que dans 200 ans, on reviendra à refaire une émission, Napoléon, il sera un personnage européen, comme Charlemagne, comme Charles Quint, quoi. Voilà, c'est son destin mémoriel, si je puis dire. C'est assez impressionnant parce qu'on a pratiquement l'impression en fait que toutes les commémorations qui sont faites en Europe sont faites avec moins de chichi que nous pour célébrer le bicentenaire en France. Aucun problème, aucun problème. Je vais vous dire, là j'ai discuté parce que je suis en lien avec mes collègues de Moscou. Là, à la fois ils font des cours, des trucs, et puis ils sont vraiment contents qu'il y ait cette exposition au panorama de Borodino. Et puis voilà. Et puis quand vous avez des grandes reconstitutions historiques qui sont ça un phénomène, il faudrait que vous me posiez une question là-dessus, mais c'est un phénomène très intéressant des 20 dernières années. Quand vous avez des grandes reconstitutions, vous avez du mal à trouver les soldats de l'autre camp. Même à la reconstitution de Waterloo, où vous aviez pourtant des Anglais, des Russes, des Allemands, etc., veulent tous être les soldats de Napoléon. Hein. Donc après, il faut quand même trouver quelques Anglais pour mettre sur le champ de bataille. Donc ils en ont trouvé, en Angleterre. Mais vous voyez, c'est quelque chose il y a bien sûr son histoire, dont on a beaucoup parlé là, mais il y a aussi tout ça, c'est-à-dire le personnage le plus connu de l'histoire de France au monde, même plus connu que Zinedine Zidane. Ça fait plaisir. Enfin, pour les passionnés d'histoire. Je rectifie. Pour les passionnés d'histoire, je précise. Le footballeur que je viens de citer n'est évidemment pas un personnage historique, c'est un joueur de football. Je vais refaire un parallèle historique entre plusieurs personnages. On a fait sur Napoléon et De Gaulle, maintenant je vais vous faire sur César et Alexandre le Grand.
On a eu en premier Alexandre le Grand qui a fait un rêve, le rêve d'un monde unifié. C'est pas aller beaucoup au-delà, mais... C'est pas aller beaucoup au-delà, mais on peut saluer le rêve. Ouais. Il y a César qui a voulu, César qui a voulu continuer d'une certaine façon ce rêve. Mais la dernière marche a été difficile. Ça a été compliqué. Est-ce que Napoléon se place dans cette lignée-là? Est-ce que lui aussi, il a ce rêve d'un monde unifié sous la coupe d'une seule culture, d'un seul dirigeant? Non. Franchement, non. Alors, je vais essayer de détailler un peu. Napoléon, c'est un homme qui est d'une culture qu'on méconnaît assez souvent. Donc, il est d'une culture de la fin du XVIIIe siècle, c'est un homme des Lumières. Il a lu quantité de choses. Alors, c'est bien que c'est de bon temps de citer Chaptal qui disait qu'il était très ignorant. Mais Chaptal était un de ses adversaires. Donc, bon, voilà, probablement qu'un jour, Chaptal a dû lui parler de chimie et Napoléon ne connaissait pas les règles. Enfin, je ne sais pas. Donc, c'est un homme qui s'est vécu comme cette époque-là dans l'Antiquité. En fait, le grand moment historique pour les gens de la fin du XVIIIe, c'est l'Antiquité, parce que les héros sont dans l'Antiquité, la gloire vient de l'Antiquité, et puis on est en pleine naissance du néoclassicisme. C'est vraiment, on lit Plutarque, on lit Cicéron, enfin voilà, mais c'est la lecture, on serait là, on aurait lu ça, quoi. Et donc, Napoléon, il a bien sûr beaucoup de références antiques. Alors évidemment, la référence du rêve, c'est Alexandre le Grand, etc. Mais à partir du moment où vous dépassez la trentaine, c'est dur de devenir Alexandre le Grand. Donc il a d'autres références aussi. Il en parle souvent. Il dit, voilà, nous sommes comme Alexandre, nous partons jeunes à la conquête de l'Égypte, par exemple. Bon, César, il le cite de temps en temps, mais enfin César, il finit mal. Il est au moment où il veut aller un petit peu plus loin. Bon, ça se termine mal, mais le poignard est souvent utilisé dans la mythologie napoléonienne. On veut toujours le tuer avec un poignard. Bon. Ensuite, son grand personnage, alors il en cite deux assez souvent, c'est Dioclétien parce que la codification, bon, etc. Mais son personnage assez présent, c'est Charlemagne. C'est-à-dire à partir du moment où il est empereur, Napoléon se dit, d'ailleurs, spécifiquement, je suis le successeur de Charlemagne. Je dis toujours, imaginez Jacques Chirac disant qu'il était le successeur de Saint-Louis. Tout le monde aurait évidemment pouffé de rire. Mais à l'époque de Napoléon, lorsque Napoléon dit ça, les gens le croient vraiment. C'est-à-dire qu'ils se disent, tiens oui, mais il y a eu cette parenthèse du dernier empire romain, on va dire, du dernier vrai empire romain, et voilà le successeur de Charlemagne. Au fond, moi, dit Napoléon, moi dans l'histoire de France, mon vrai prédécesseur, c'est Charlemagne. Alors, il ne nie pas, évidemment, la succession de Milan, mais bon. Et en fait, ça a même des conséquences concrètes. Alors, bien sûr, il y a les honneurs de Charlemagne au sacre, il y a les décorations de Notre-Dame avec Charlemagne un peu partout, mais il y a des décisions du Conseil d'État qui se fondent sur Charlemagne. Par exemple, quand Napoléon demande l'extension de l'Empire jusqu'à l'Èbre, en Espagne, l'avis du Conseil d'État s'est dit, mais oui, Charlemagne allait jusqu'à l'Èbre, vous êtes son successeur, donc bien sûr, il faut aller jusqu'à l'Èbre. Et il y a 10 décisions du Conseil d'État, enfin avis du Conseil d'État, qui vont dans ce sens. Ça va aussi dans la politique concrète, dans la politique avec le pape. Alors évidemment, il y a un vrai conflit, il y a un vrai désaccord, mais il faut le justifier. On est dans l'époque où le droit compte. Voilà, Napoléon écrit au pape, attendez, c'est mon prédécesseur qui vous a donné les états pontificaux, en quelque sorte. Donc ce que mon prédécesseur vous a donné, moi je vais vous le reprendre. Et c'est comme ça qu'il justifie l'annexion des États du pape. Donc vous voyez, il y a à la fois le mythe, le rêve, la référence antique, puis il y a tout à coup, on dit, ben oui, mais attendez, je suis le successeur de Charlemagne, donc c'est quand même bien normal que j'aille jusqu'à l'Èbre, que je prenne les États pontificaux, etc. Voilà, donc alors, je dis toujours, méfions-nous de dire, ah, Napoléon, le visionnaire. Napoléon n'est pas un visionnaire. Napoléon est un homme de son temps. Et c'est un homme pratique, un homme du gouvernement de son temps. C'est un homme du XVIIIe siècle qui arrive à maturité au début du XIXe et qui est un homme de son temps. Il n'a pas vu l'homme marcher sur la Lune ou je ne sais pas quoi. C'est pas son truc, le grand avenir, si vous voulez. Bien sûr, il parle de sa dynastie, de machin, etc. Mais il y a très très peu de propos de Napoléon, il n'y en a quasiment pas, où il vous dit dans 50 ans, ça va être comme ça. Il ne sait pas. Et ça ne l'intéresse pas.
c'est aujourd'hui qui l'intéresse. C'est consolider les acquis, c'est bâtir des choses qui évidemment vont durer, mais il n'a pas, la grande vision, enfin, oui, son idée, c'est pas, je veux dire, à la limite, malgré tous ses crimes, on peut dire que Lénine rêvait à un moment de l'égalité entre les hommes, du bonheur, machin, bon, etc. Éventuellement, on peut le croire. Mais Napoléon, il n'a pas ça. Hein. Jamais il va vous dire je vous amène vers un monde meilleur. Hein. Il sait bien que le monde n'est pas bon et que pour que l'Europe soit meilleure, il faut que la France soit prépondérante. C'est à peu près ça qui l'intéresse. Dans la façon dont vous le décrivez, on a l'impression que c'est un homme assez terre à terre. On a envie d'imaginer peut-être un homme, justement, alors vous avez pris l'exemple de Lénine, mais quelqu'un qui s'appuie sur une philosophie... J'ai dit Lénine malgré tous ses crimes. Lénine malgré tous ses crimes. Non, mais je vais reprendre l'exemple que vous avez donné, mais voilà, des hommes qui sont portés par une pensée, par une philosophie, etc. Là, on n'est pas du tout dans ce schéma-là. Je pense que Napoléon, il veut assurer, on va dire, le règne des Lumières, mais les principes de la Révolution de 89. D'abord, il sait très bien qu'il ne peut pas faire autre chose. Si vous voulez, il arrive au pouvoir dans une situation, enfin c'est même pas dramatique, c'est une déliquescence totale. Il arrive au pouvoir, la situation de la France est dramatique, hein, guerre civile à l'intérieur, la querelle religieuse qui prend des proportions inouïes, guerre à l'extérieur avec une douzaine de puissances, pas de finances publiques. Pas d'ordre dans les régions, des administrations complètement disloquées parce qu'on les a fondées sur le principe électoral. Voilà, vous savez, on ne se met pas à philosopher dans ces cas-là. Hein. En plus, il n'est pas porté au pouvoir pour ça. Hein, il est porté au pouvoir parce qu'il faut de l'ordre. Alors évidemment, il va utiliser des méthodes autoritaires pour y arriver, mais bon, la situation le justifiait. Son tort, si on est là pour compter les points, son tort, c'est bien sûr de ne pas avoir relâché la pression plus tard. Mais, ben voilà, la guerre continuait, il y a toujours de bonnes excuses pour ça, mais il y a aussi, on va dire, sa personnalité à lui, c'est-à-dire, c'est plutôt un homme d'autorité, c'est plutôt un homme, comment dire, qui aime, comme il disait lui-même, j'aime jouer du pouvoir comme on joue d'un violon. Et justement, dans ce que vous dites, vous nous avez dit donc, que Napoléon était donc, vraiment un homme du XVIIe siècle, donc il y avait une culture vraiment fondée sur l'Antiquité, une culture classique, et qui n'avait pas ce... Voilà, vous dites qu'il n'a pas le temps de philosopher. Quel est le bagage culturel de Napoléon? Est-ce que il vient d'une famille qui est relativement modeste, si je ne m'abuse? Oui. Oui, c'est-à-dire en tout cas, qui n'est pas dans les élites de l'époque. Oui, mais il est, si vous voulez, issu d'une famille qui est une des principales familles de Corse. Alors c'est vrai que c'est par rapport aux aristocrates du continent, c'est pas grand-chose, mais il y a beaucoup de nobliaux sur le continent qui tirent le diable par la queue. Lui, il fait partie quand même des gens assez aisés à Ajaccio. Hein. Ils sont dans les 3-4 premiers propriétaires de l'île. Hein. Donc voilà. Le père, qu'on a souvent un peu négligé, le père est un homme très important. Le père a une grande bibliothèque. Il demande, au moment où la bibliothèque des Bonaparte sera brûlée en 1793, il demande la veuve demande le remboursement de 1000 volumes. Bibliothèque de 1000 volumes, c'est beaucoup à l'époque. Hein. Donc voilà, il n'est pas aussi absent qu'on le dit, c'est-à-dire qu'il est toujours en vadrouille, mais les pères de l'époque étaient toujours en vadrouille et ils ne faisaient pas sauter les enfants sur leurs genoux. Hein. Bon. Mais il a dû s'occuper de ses enfants, ils ont eu une très bonne éducation à Ajaccio, puis sur le continent. C'était, ça embête toujours les Corses, mais c'était une éducation purement française, ce qui explique aussi l'incompréhension de Napoléon par rapport à la Corse lorsqu'il y revient au moment de la Révolution. Et donc après, il a eu, on va dire, de bonnes études. C'est pas non plus... enfin, je vois pas ce qu'un petit noble français aurait pu faire de mieux à cette époque-là. Et puis, toutes les matières y sont. Par exemple, je dis toujours, ça étonne tout le monde, Napoléon a appris l'allemand. Bon. Alors on n'a aucun témoignage de Napoléon parlant l'allemand, hein, on ne sait pas. Enfin, la langue qu'on apprenait à l'époque, c'est l'Allemagne. C'est l'allemand. Il a suivi des cours de droit public à l'école militaire. Ça aussi, c'est une découverte assez récente parce que le professeur qui s'appelait Juncker, c'est ça, oui, Juncker, était en fait noté comme professeur d'allemand dans les nomenclatures. Donc on s'est dit, bah, c'est le prof d'allemand, il enseignait l'allemand.
Sauf qu'on a découvert il n'y a pas très longtemps que Juncker donnait des cours de droit public à l'école militaire et pas des cours d'allemand. Donc voilà, il a eu, et puis il a lu, c'était un solitaire, donc il lisait beaucoup, et il lisait pour apprendre, parce qu'on a beaucoup de notes de lecture de Napoléon, et il a lu des choses que nous, on n'arrive jamais à lire. Enfin, je sais bien que vous allez me dire que vous l'avez lu du début à la fin, mais La richesse des nations d'Adam Smith, il l'a lu, il l'a annoté, etc. Enfin, c'est bon, voilà. Alors, c'est pas non plus, c'est pas un super grand savant, mais bon, c'est plus qu'un honnête homme de son époque. Excusez-moi, j'ai juste une petite question. Oui. Quand vous parlez du père de Napoléon, vous parlez du comte de Marbeuf ou de Charles Bonaparte? Vous avez fait venir un gars rigolo. Intervention sur c'est vrai, enfin, est-ce que c'est quelque chose qui est fondé parce que vous savez, comme je dis à beaucoup de journalistes en ce moment, j'ai trop peu de temps à perdre pour répondre aux questions absurdes. D'accord. Ça sera ma réponse. Non, mais la réponse, vous l'avez, c'est les dates. Tout est question de date dans la grossesse. Si Napoléon est bien né le 15 août 1769, ce qui est quand même, on a quand même 99,9% de chances que ce soit ça, elle connaissait pas Marbeuf à ce moment-là. D'accord. Donc, la vraie possibilité, c'est que Marbeuf soit le père de Louis. Ça, voilà. Bon. Mais qu'est-ce que ça change? Ah, absolument rien. Non, absolument rien. Ouais. Ah, c'était juste une petite aparté. Ouais. Elle a connu Marbeuf en 71 ou 72. D'accord, donc après, effectivement, ça bien colle sûr. pas. Et puis, vous savez, la société corse de l'époque, il faut voir ce que c'est la Corse à l'époque. C'est encore plus un trou qu'aujourd'hui. Oh merde, c'est filmé ça. C'est-à-dire, il y a 4000 habitants à Ajaccio. À Bastia, il doit y en avoir 5-6 000. Ouais. Donc vous voyez dans ces trucs où tout le monde s'épie, où tout le monde regarde qui est plus riche que l'autre, etc. Vous voyez Madame Bonaparte qui se promenait au bras de Marbeuf sans aucun problème. Mais enfin, on se promène au bras. À l'époque, on prenait le bras des gens, quoi. Voilà. Il a peut-être été amoureux d'elle, machin, puisque vous savez qu'il l'a plus vue à partir du moment où il s'est remarié avec une jeunesse de 18 ans, alors qu'il en avait plus de 60. Donc non, c'est pas. Bon, on revient aux choses sérieuses. Effectivement. C'était la pause. C'était la pause, oui. C'est la pause, c'est quoi là? On va s'arrêter, non, bientôt, là, parce que ça fait 1h30 qu'on est ensemble. Ça fait 1h30 qu'on parle, ça fait plus d'1 heure, oui. Ouais. Il reste alors j'avais arrêté de faire des diversions, des digressions. Passerait sa vie avec moi. J'arrête de faire des digressions. Mais je suis comme ça même en pantoufles et en peignoir. Ah, bon, j'emmerde tout le monde. Vous parlez tout le temps, c'est ça? Voilà. Je vais donc revenir au rêve napoléonien après avoir un peu parlé de Napoléon en tant que personnage. Le monde napoléonien, enfin, en tout cas après ses conquêtes, est-ce que c'est l'Europe? Est-ce que c'est l'Europe française? Est-ce que ça fait de... Non, il ne reste rien de l'Europe napoléonienne après le congrès de Vienne. Le congrès, il a un premier objectif, on va dire, politique, c'est de remettre la France dans ses limites antérieures. Et puis, quand vous regardez la carte de ce que crée le Congrès, il crée, à chaque côté de la frontière, il y a ou une grande puissance ou une puissance protégée par une grande puissance. Les Pays-Bas protégés par l'Angleterre, l'Allemagne, on fait rapprocher la Prusse de la frontière du Rhin, enfin on la met même sur le Rhin, la Suisse déclarée pays neutre, le premier qui touche à la Suisse, il aura affaire à moi, l'Italie, Piémont-Sardaigne, qu'on appelle le Piémont-Sardaigne, juste derrière, il y a les Autrichiens, l'Espagne, voilà. Donc la France, elle revient dans des limites qui ont été ces limites un peu anciennes, et puis on la surveille. Et il y a d'autres, parce qu'au fond, on va changer le centre de l'Europe. On fait aller le centre de l'Europe vers le centre géographique. C'est l'Autriche qui est le grand gagnant territorial, parce que l'Autriche, d'abord, prend la tête de la Confédération germanique, pas dans les mêmes conditions que le Saint-Empire, mais quand même, le président, c'est l'empereur d'Autriche, et puis elle domine toute l'Italie. Les Autrichiens, les autres n'ont pas fait attention au début de 1814-1815, mais les Autrichiens ont pris des positions en Italie partout. Et puis on ne peut pas les en faire sortir, c'est eux, d'ailleurs, ça me permet de dire qu'il y a un passage de témoin entre les deux grands hommes de la première moitié du 19e, c'est Napoléon jusqu'en 1813, et puis la fameuse rencontre de Dresde, là, le 26 juin 1813 avec Metternich, où ils restent 9 heures à discuter ensemble. C'est un passage de témoin.
C'est-à-dire que le grand homme de la suite, ça va être Metternich. Parce qu'il est, à ce moment-là, il est très jeune, il n'est pas encore devenu le réactionnaire un peu vieux des années 1840. Il est au sommet de son intellect et il part en 1809, quand il est nommé ministre des Affaires étrangères, d'une Autriche qui est à genoux, qui n'a plus d'accès à la mer, qui n'a plus d'armée, qui a fait banqueroute, etc. 3 ans plus tard, 4 ans plus tard, c'est lui le patron de la coalition européenne. Et il rétablit l'Autriche dans ses droits. Il en ajoute même en Italie, hein, les Autrichiens sont partout en Italie, sauf en Piémont-Sardaigne. Il reprend un petit peu vie en Allemagne, et à cette époque-là, personne ne pouvait penser que ce serait la Prusse qui gagnerait la bataille pour l'Allemagne. Hein. Tout le monde pensait que c'était l'Autriche. Nous, on vit un petit peu ça à rebours, en disant, oui, Bismarck, machin, etc. Mais en 1815, tout le monde a dit, ça y est, c'est les Autrichiens qui ont gagné l'affaire. Et il faut 50 ans hein, quand même pour changer l'équilibre, enfin 40 ans pour changer l'équilibre. Et donc c'est une Europe qui a changé de centre de gravité. Les Russes ont eu ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire qu'ils ont eu la Pologne, hein, voilà, ils l'ont eu. Hein. Au fond, à la fin du congrès de Vienne, tout le monde se dit, le grand perdant dans les puissances gagnantes, c'est la Prusse. D'abord parce que la Prusse, bon, elle s'est un peu agrandie, elle a gardé sa Pologne prussienne, et puis on lui a donné sur les bords du Rhin ce qui est aujourd'hui la Ruhr, enfin, etc. Nous, aujourd'hui, on sait que la Ruhr, c'est ce qui a fait la richesse de l'Allemagne, mais à l'époque, il n'y a rien dans la Ruhr. Les populations sont francophiles, et tout le monde dit les Prussiens se sont fait avoir. Pour ne pas annexer la Saxe, on leur a donné un morceau de l'autre côté. D'abord, ils sont coupés en deux. Les Prussiens ont horreur des corridors. Bon, et là, il y en a un déjà, hein, à ce moment-là, alors il fait 40 km, et puis on les a mis dans une région qui est anti-prussienne. Et tout le monde dit, ils vont mettre 50 ans à avoir la paix dans ces régions-là. En fait, 20 ans plus tard, ils ont tout modernisé, ils ont lancé une sidérurgie, etc. Voilà, mais en 1815, on ne le sait pas. Et donc, comme je vous le disais, il ne reste pas grand-chose de la France napoléonienne, il ne reste quasiment rien à ce moment-là, de l'Europe napoléonienne. Alors, on a beaucoup parlé de Napoléon. On était là pour ça. On était là pour ça, mais on va peut-être parler un petit peu plus de la France et de l'histoire peut-être en général. Napoléon a été un symbole de grandeur française, c'est une figure nationale. Est-ce que la grandeur française est toujours d'actualité? Pas du tout. Oui, c'est une question, vous voulez me faire sortir de mon domaine de confort. C'est ça. Il n'a pas été un symbole, d'ailleurs, il a été une réalité de la grandeur française. Hein. Il a été, ces 15 ans de gouvernement, alors on va dire sur les 15, il y en a 12 qui sont, la France est la première puissance mondiale, invincible, invaincue, bon voilà, c'est elle qui décide du sort du monde. Hein. Bon, c'est pas si souvent arrivé dans notre histoire. Bon. Alors après, il y a toutes ces années, on va dire, de la 19e siècle, où la France est encore une très grande puissance pour des raisons économiques. La vraie révolution industrielle a lieu, la population est toujours nombreuse. Il ne faut jamais oublier la puissance du nombre. Hein. La démographie, c'est extrêmement important. Et puis après, la France va passer, on va dire, sous la coupe de l'Angleterre. Hein. Jusqu'à la guerre de 14. Les Français ne peuvent pas bouger sans l'Angleterre, parce que d'abord ils ont souvent peur de faire sans l'Angleterre, et puis ensuite les Anglais les empêchent souvent de faire. Hein. Rappelez-vous qu'en Afrique, il y a ce fameux petit échauffourée de Fashoda qui presque conduit à la guerre. Alors les uns et les autres n'ont pas envie de se faire la guerre, mais il y a quand même une très très grande rivalité, et il y a une chose qui terrorise l'Angleterre depuis toujours, c'est que la France soit puissante en Europe. Hein, voilà. Donc là, elle accepte bien cette puissance-là, elle accepte qu'elle soit coloniale éventuellement, mais bon, il y a quand même des limites, et c'est pour ça qu'on va assez difficilement à la guerre de 14, hein, parce que les Anglais ont commencé à se désintéresser du continent. Or, quand la grande puissance s'intéresse plus au continent, c'est toujours là que ça pète. Hein, donc voilà, et puis alors, entre 18 et 30, le double jeu de l'Angleterre par rapport à l'Allemagne est criant. Hein, c'est véritablement, enfin, il faudrait qu'un jour quelqu'un se décide à écrire The Book sur le sujet, parce que là on va dire, la responsabilité de la montée du nazisme et de la Deuxième Guerre mondiale, elle est de l'autre côté de la Manche. Hein. Bon, il y a peu de doute là-dessus. Hein, voilà. Alors donc,
après, continuons l'histoire, la France est-elle encore... vous savez, quand Giscard a dit c'est une grande puissance moyenne ou une moyenne grande puissance, je ne sais plus comment il avait dit, c'était quand même pas totalement faux. C'est-à-dire que à la fois la France a bien sûr tous les atouts qu'on connaît, qui sont d'ailleurs pas... la situation n'est pas aussi grave qu'on le dit toujours. Bon, nous, on est un peu ramollis, mais... Quand on regarde les chiffres, il y a plein de domaines dans lesquels les Français restent quand même dans les 2-3 premiers mondiaux. Voilà. Simplement, c'est vrai qu'on a cette ambiance un petit peu, on va dire un peu lourde, quoi. Et puis aussi, il faut quand même dire que ça fait une vingtaine d'années qu'on n'a pas choisi les dirigeants qu'il fallait pour conduire ce genre de chemin. Et je sais que je vais vous faire de la peine, mais je mets Jacques Chirac dans le tas. C'est-à-dire qu'on a eu une douzaine d'années où il s'est absolument rien passé, c'est-à-dire où on a géré le quotidien, où en plus on a voulu jouer les malins avec le suffrage universel et on s'est brûlé les doigts, voilà, puis ensuite rien n'a été fait, puis les crises successives, etc. Mais il y a quelque chose d'assez significatif sur, je dirais pas un déclassement parce que le mot est quand même un peu trop fort, mais sur l'impréparation, une espèce de désinvolture de tout ça. C'est ce qui s'est passé au moment de la crise sanitaire. Je veux dire, un État avec une telle administration de qualité qui est averti depuis 10 ans, 15 ans que le risque est pandémique, se retrouve nu devant tout ça. Et les responsables de ce sujet, très anciens, même avant d'avoir été nommés dans les grandes directions générales, pérorent après ça. Ils viennent vous expliquer que c'est de la faute du peuple, si tout ça se passe. Et donc voilà, c'est aussi ça participe aussi beaucoup un peu au découragement. Et puis on parle souvent pour le dévaloriser de l'État napoléonien. Vous savez, tout ce qui ne fonctionne pas chez nous, c'est parce que c'est l'État napoléonien, machin, etc. L'État n'est plus du tout napoléonien. Enfin, je veux dire, il y a bien longtemps qu'il n'est pas napoléonien. Toutes les institutions existent encore. Vous savez, c'est comme si vous preniez 2 poumons, puis vous mettez à côté un cœur, puis vous mettez un foie, puis vous mettez tous les organes. Il manque quand même quelque chose pour faire de la vie. Il faut une espèce d'énergie qui fasse fonctionner tout ça, une espèce de fluide qui fait que tout ça fonctionne. Et bien notre État, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on a plein d'institutions, souvent bien organisées, remarquablement peuplées de gens très bien formés, mais il n'y a pas le fluide pour faire fonctionner tout ça. C'est-à-dire il n'y a pas le nerf, il n'y a pas l'autorité, il n'y a pas la volonté, il n'y a pas la vision. Alors on se contente de gérer tout un tas de mammouths, là, de volapucs qui sont un petit peu répartis partout, et puis il n'y a pas de direction. Par exemple, quelque chose de terrible, moi je travaille beaucoup avec des administrations, et on s'aperçoit parfois que ça traîne, Il y a des choses, la fondation où je travaille, une fondation privée, donc vous décidez un truc à 8h du matin, à 10h, c'est fini, on a fait. Donc là vous attendez parfois très très longtemps, et quand vous vous en plaignez, on vous dit, ah oui, mais. Et alors là, moi, il m'arrive souvent de dire, mais donnez-leur l'ordre. Et là, je vois devant moi quelqu'un qui ricane en disant, donner des ordres. Enfin, ben si, malheureusement, de temps en temps, il faut donner des ordres, parce que sinon les choses ne se font pas. Et donc, on est un peu dans cette ambiance. D'abord, on a bien compris que cet État était plus l'État napoléonien, parce qu'il y a toute cette partie État nounou, qui est la seule qui intéresse les dirigeants, parce que on peut dire, voilà, oui, je vous donne 3 francs de plus, Enfin, bon, oui, d'accord. Et puis, ils croient que c'est une politique. Donc, voilà. Donc, tout ça, ça participe à nous rendre un peu amer par rapport à la situation, en se disant, mais bon Dieu, on a tellement d'atouts, on a tellement de choses qui pourraient fonctionner, on a quand même un pays qui, sur le plan climatique, géographique, etc., est béni des dieux. Et puis, c'est un peu aussi de la faute des citoyens. On confie tout ça à des gens qui nous ont fait rêver pendant 5 minutes pendant la campagne électorale, et puis ensuite il ne se passe rien. Mais je ne parle pas du président actuel, d'ailleurs, je parle de tous ses prédécesseurs. On va rester dans l'actualité pour notre dernière question et revenir sur Napoléon avec le bicentenaire. On a beaucoup entendu parler le mot de cancel culture au moment du bicentenaire. Et on voulait savoir, est-ce que c'est plus une révision de l'histoire ou est-ce que c'est carrément une déconstruction de l'histoire ? Écoutez, d'abord, réviser l'histoire, c'est le rôle et le métier normal des historiens. C'est-à-dire tous les matins, quand un historien se lève,
Sinon il reproduit, il n'a pas besoin de faire quelque chose puisque ça a déjà été fait. Donc ça aussi, quand on vient nous dire il faut revisiter, machin, il faut ouvrir les yeux, enfin attendez, ça va quoi. Hein. Bon, on n'est pas obligé de répondre toujours aux choses absurdes, hein, n'est-ce pas? Et donc, bon, voilà. Alors après, je crois que tous les dangers nous menacent, c'est-à-dire le danger externe, c'est-à-dire la cancel culture ou la culture de remplacement ou je sais pas quoi, comment l'appeler, le racialisme, culture de l'annulation, tout ça, ça nous vient un peu de l'extérieur, c'est-à-dire qu'on se prend pour des Américains. Hein. Donc c'est pour ça que quand on va leur parler, on leur dit que des choses qui leur font plaisir, hein, comme a fait récemment le président de la République, sauf que c'est pas les Américains qui votent, hein, il a peut-être juste oublié ça. Bon. Ensuite, il y a un danger interne, parce que sont arrivés aux affaires des gens pour qui le plus c'est toujours le progrès, la réforme. Vous savez, moi depuis que je suis petit, enfin depuis la chute du général de Gaulle, on va dire, j'entends parler il faut réformer. Il faut réformer. Il y a un moment où il faut fiche la paix aux gens, quoi. Il y a un moment où il faut... on va pas passer, comment dire, l'éternité à réformer, quoi. Hein. Bon, il y a aussi des moments où, si on fait une bonne réforme, elle peut durer, on a besoin de la changer, voilà. Donc on fatigue un peu les gens avec ça. Et puis il y a toute cette équipe assez étonnante, enfin, des progressistes, des postmodernes, etc. La post-vérité, vous vous rendez compte, la post-vérité, c'est un truc, on invente quelque chose, quoi, voilà. Et puis ça devient la vérité. Non, mais, attendez, et puis il y a des gens qui croient dur comme fer à tout ça. Hein. C'est je sais pas, mais c'est Bourdieu au carré, c'est d'abord pour justifier plein de choses, et puis mais enfin les bras vous en tombent, c'est-à-dire comment dire, toujours cette phrase je crois que c'est Bernard Blier dans un nom où c'est Jean Gabin qui dit à un moment donné, vous savez, Jean Carmet, j'ai fait 20 ans de CGT, 15 ans de je ne sais pas quoi, c'est vous dire si j'en ai entendu des conneries. Oui, c'est un peu ça, parce que c'est une derrière l'autre, quoi, si vous voulez. Alors maintenant, vous me posez la question de la déconstruction. C'est effectivement quelque chose qu'on a appris là. Pour ceux qui lisent un peu la presse américaine, on s'est aperçu que l'un de nos dirigeants principaux, le président de la République, est allé donner une interview aux États-Unis pour faire plaisir à la presse américaine, parce qu'on se fait insulter par les Américains parce que, soi-disant, on serait raciste, machin, etc. Et il est allé pour les rassurer, puis il leur a dit, nous devons déconstruire notre histoire. Bon. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas, aucun journaliste français ne pourrait lui dire, mais attendez, vous avez dit ça, ça veut dire quoi concrètement? Parce que dans le même temps, 10 jours plus tard, le voici qui va aller au tombeau de Napoléon, qui va faire un grand discours sur Napoléon, etc. Alors, si vous voulez, il y a un moment où il faut vraiment qu'on pose la question. Moi, je me rappelle, je le cite dans mon livre, ces deux conseillers, là, Amiel et Smaïn, là, qui ont quitté, après l'affaire Benalla, avec perte et fracas, l'Élysée, soi-disant pour aller penser. Je me disais, bon, enfin, on n'a plus jamais entendu parler d'eux. Ils ont sorti un bouquin dans lequel ils vous expliquent que, par rapport à l'histoire, ils étaient quand même des conseillers du président de la République. L'un d'eux avait eu son portrait dans le Point, je crois, où c'était l'homme qui souffle à l'oreille du président. Moi, je crois ce qu'on me dit dans les journaux. Donc, bon. Et ils écrivent un bouquin dans lequel ils vous expliquent, ah, oui, l'histoire, oui, vous voulez qu'on parle d'histoire, mais l'histoire, nous, on prend que ce qui nous intéresse, et le reste, on l'écarte. Hein, voilà. Alors moi, si vous voulez, j'ai pas envie d'être gouverné par ces gens-là. Voilà, alors après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, il faut qu'il y ait aussi des alternatives, etc. Donc bon, on observe tout ça avec intérêt, mais enfin pour le moment, on ne voit pas venir beaucoup. Puis les gens ont abandonné ce terrain culturel, y compris l'opposition, etc. Les seuls qui essayent de s'y installer, ce sont la France insoumise, mais avec des théories qui comment dire, qui les obligent parfois à dire des bêtises. Donc voilà, on est dans encore une fois, le vieil imbécile que je suis se remémore, moi je suis issu d'un milieu ouvrier, dans lequel le Parti communiste se faisait un point d'honneur de faire l'éducation de ses adhérents, qui étaient très nombreux à l'époque, les formait, etc. Et dans la ville où j'habitais, après, alors comme il arrivait le matin, après 11h du matin, on ne trouvait plus le Monde chez les marchands de journaux. Et c'était les ouvriers qui étaient venus acheter le Monde, vous voyez?
qui à l'époque était un journal lisible, et donc et qui apprenait des choses. Et là, vous voyez, c'est un monde complètement différent. Et dans les projets, alors pour revenir à Napoléon, à la Fondation, dans les projets sur lesquels nous sommes en train de réfléchir, parce que nous, on a beaucoup développé l'Internet, les réseaux sociaux, etc., ben, bizarrement, on est en train de réfléchir à comment est-ce qu'on peut se modérer sur ces modes de communication extrêmement faciles, extrêmement répandus. Vous voyez, vous prenez petit téléphone, vous faites une vidéo de 10 minutes, puis vous la lancez sur Internet, et puis voilà. On est en train de réfléchir, alors on n'a pas trouvé encore la solution, mais comment rétablir de la présence, du chair et en os. Bon, alors en ce moment, c'est pas facile avec le Covid, mais comment voir des gens, comment leur donner autre chose que de la vidéo et du net. Alors, j'ai pas la solution, c'est pour ça qu'on leur a demandé de réfléchir à tous, là. Mais voilà, c'est cette ambiance-là contre laquelle je crois qu'on va avoir du mal à lutter, mais il faut y résister un petit peu. Et puis il faut surtout que ce qu'il faut, c'est alléger cette atmosphère qui est véritablement lourde et qui nous conduit sans doute à des choses genre les gilets jaunes, des affrontements, des machins, etc. Il faut alléger tout ça, faut simplifier les choses. Vous voyez, tu commets une faute, je te sanctionne. Tu n'as pas fait ton travail, je te renvoie. C'est terrible, mais c'est comme ça, quoi. Je veux que tu fasses quelque chose, je pourrais t'en donner l'ordre éventuellement, parce que c'est mon droit, parce que je suis ton chef. Puis par ailleurs, tu es dans le malheur, mais je vais t'aider, voilà, etc. Mais c'est simplement ça, il n'y a pas besoin de demander à des polytechniciens de nous faire le schéma, quoi. C'est juste du bon sens. On va essayer de garder tout ça en tête, et puis on n'a plus qu'à vous remercier pour ce temps passé et pour toutes ces réponses. Merci.